Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse d'être ici ce soir pour débattre de la neutralité en présence de M. François Hollande. Je ne pense pas que nous allons débattre de la neutralité et de son application telle que le considère la Suisse, sauf pour dire deux mots sur les règles du droit de la neutralité. Le droit de la neutralité s'applique uniquement aux conflits interétatiques, c'est-à-dire aux conflits internationaux entre deux États. Un État neutre ne prend pas parti dans un tel conflit. Il a l'obligation de ne pas laisser son territoire à disposition des belligérants. Il a l'obligation de défendre son territoire, y compris son espace aérien. Et il a l'obligation de ne pas faciliter les parties au conflit en leur envoyant des armes, par exemple. C'est un cas de figure qui pourrait se produire. Mais ce sont là les seules règles, et elles sont peu nombreuses, qui sont inscrites dans les conventions internationales de La Haye de 1907 concernant le droit de la neutralité. En temps de paix, l'État neutre permanent, tel que l'est la Suisse, a le droit de se positionner comme il le souhaite, c'est-à-dire de prendre des sanctions économiques contre d'autres États. Il a le droit de prendre parti, de se positionner par exemple aux Nations Unies ou sur des sujets dans le monde. En fait, la plupart des questions qui se posent aujourd'hui sur l'application de la neutralité ne sont pas inscrites dans le droit, ne font pas partie du droit de la neutralité. En conséquence, la neutralité et son application sont sujets souvent à ambiguïté. On le voit dans les débats qui se soulèvent en Suisse à propos de l'application du droit de la neutralité par la Suisse. Vous avez eu un certain nombre d'affaires où chaque fois on a dit mais est-ce que c'est conforme à la neutralité? Je parle de l'indépendance du Kosovo, je parle de l'affaire crypto plus récemment, etc., etc. En réalité, chacun d'entre nous, Suisses et Suissesses, avons une interprétation différente de la neutralité, et la neutralité a été appliquée différemment suivant les époques et a évolué pour aujourd'hui faire face aux grands défis qui nous occupent sur le plan international, par exemple la lutte contre le terrorisme, la protection de l'environnement, la question des migrations, les pandémies, la gestion des pandémies, etc., etc. Nous vivons dans un monde interdépendant et neutralité signifie aujourd'hui neutralité active et non pas un repli sur soi, mais une participation à des organisations internationales, une participation à la vie du monde. Donc ça n'est pas indifférence. Certains pourtant considèrent que la neutralité veut dire la ministre des Affaires étrangères de la Suisse se tait dans les 4 langues nationales. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. La neutralité a évolué pour faire face aux défis de notre monde. Et ces défis sont importants pour une raison bien simple, c'est que la neutralité aujourd'hui est multifactorielle. C'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas seulement à la question de sécurité, mais qu'elle s'applique pas seulement à la force militaire, mais qu'elle s'applique aussi aux grands défis qui nous occupent, encore une fois, et que ça signifie prendre part aux évolutions du droit, prendre part à la lutte contre le terrorisme, prendre part à trouver des solutions à ces grands problèmes qui nous occupent aujourd'hui. Donc la neutralité est devenue une neutralité active, avec des grands défis. Les conflits, le type de conflit a évolué dans le monde. Aujourd'hui, on n'a plus affaire à des conflits interétatiques uniquement, mais on a souvent affaire à des conflits civils, parfois menés par représentation, avec des pays tiers qui interviennent à l'intérieur de certains pays, comme par exemple la guerre en Syrie ou au Yémen, où on a vu des coalitions, parfois opposées, interférer dans des guerres civiles. Et parfois encore, ça devient encore plus compliqué quand il s'agit de cyberattaques massives qui sont considérées comme des guerres. Qu'est-ce que peut faire la neutralité là? Est-ce que le pays neutre permanent, comme ce n'est pas des règles ancrées dans le droit, seulement les guerres interétatiques, est-ce qu'on est libre de prendre parti, de faire ce qu'on veut?
Il y a aussi la question de la défense. La neutralité suisse est une neutralité armée. Est-ce que ça signifie armée jusqu'où? Est-ce qu'on doit s'armer contre les missiles balistiques intercontinentaux? Est-ce qu'on doit faire, à l'instar de la Corée du Nord, c'est-à-dire se doter de l'arme nucléaire pour être capable de défendre notre territoire devant les menaces d'aujourd'hui et l'insécurité du monde d'aujourd'hui? La Suisse a une politique très pragmatique à cet égard, hein, voire même elle repose sur ses voisins pour défendre son territoire, de l'aveu même du Conseil fédéral. Tout ça, ce sont des problèmes. Et un gros problème qui se pose aujourd'hui dans l'application du principe de neutralité active, qui se base sur le droit international et sur les conventions internationales, c'est l'érosion du multilatéralisme, qui a débuté avec la chute de l'Empire soviétique et qui a continué à agiter notre monde. Et aujourd'hui, les organisations internationales sont souvent dans l'incapacité, en particulier les Nations Unies, de gérer les problèmes du monde, bloqués qu'elle est par le droit de veto. Est-ce qu'on peut encore compter aujourd'hui sur un système de sécurité collective des Nations Unies pour assurer notre défense et mener des opérations possiblement militaires dans le monde pour assurer la sécurité du monde? Ce sont des grandes questions qui se posent, d'où finalement la réflexion qui m'a amené à considérer la neutralité à partir d'un ensemble plus vaste qui serait celui de l'Union européenne, la Suisse étant un État, une puissance économique, mais un État politiquement de moyenne importance, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, l'idée de développer un principe de neutralité ou, pour parler autrement, d'autonomie stratégique au niveau européen m'a animé dans la conclusion de ce livre. Et je me réjouis de débattre avec François Hollande sur cette question d'un principe de neutralité au plan européen, l'application d'un principe de neutralité au plan européen. Je dois dire que j'aurais peut-être pas dû utiliser le mot de neutralité appliqué à l'Union européenne parce que le terme a une connotation extrêmement négative, hors des limites de la Suisse, signifie souvent de la lâcheté. Comment peut-on admettre qu'un État se tienne à l'écart des guerres qui sont considérées comme justes? C'était une doctrine moyenâgeuse qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène. Et alors que même dans l'esprit des Suisses et des Suisses, elle n'a pas cette connotation négative. Peut-être que j'aurais dû utiliser le terme d'autonomie stratégique qui permet peut-être de mieux répondre pour l'Europe, hein, qui permet peut-être de mieux répondre aux défis qui se posent aujourd'hui à l'Union européenne. Je prends l'exemple récent de la création de cette alliance de sécurité AUKUS entre l'Australie, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui pose la question du positionnement de l'Union européenne dans l'affrontement aujourd'hui, dans l'évolution de cet affrontement aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. L'Union européenne et la France en particulier, pas l'Union européenne, pardon, la France en particulier, a pris une position qui est moins confrontative que celle des États-Unis, essaye de maintenir un dialogue par rapport à la Chine, et Washington rejette cette attitude. Et ça sera, je veux dire, si j'avais pu paraître un temps un peu présomptueuse en émettant la thèse d'une Union européenne qui soit autonome en termes de politique étrangère, de sécurité, aujourd'hui, je pense que c'était presque prémonitoire. Mais nous allons en débattre maintenant. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je suis très heureux de pouvoir inaugurer l'année universitaire de la forme la plus évidente qui soit, c'est-à-dire en vous parlant directement. Je suis très sensible au message du recteur. Je pensais venir en Suisse et j'arrive en Belgique. Et il est vrai, et c'est
me permettez d'ouvrir cette discussion sur la neutralité, c'est que l'Europe a compté, avant même d'être une union, des pays qui avaient souhaité être neutres. Certains le sont restés, d'autres ont abandonné cette neutralité, et d'autres, enfin, ont été violés dans leur neutralité lors du deuxième conflit mondial. Liège est une ville où, le 14 juillet, il est chanté la Marseillaise. À Lausanne, pas encore, mais je ne désespère pas, je salue ici les autorités de la ville et du canton. Je veux remercier aussi la Fondation Jean Monnet. C'est vrai que c'est assez extraordinaire de penser que l'un des fondateurs de l'Europe a ici une présence en Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne. Ça tient à la personnalité éminente de Jean Monnet et ça tient au caractère contradictoire de la Suisse, qui veut à la fois tirer tout le bénéfice de sa présence sur le continent européen tout en n'ayant aucune contrainte. C'est aussi ça, la neutralité. Avoir tous les atouts d'être un pays dynamique dans l'Union européenne, compétitif, de haut niveau technologique, portant des valeurs universelles, tout en ayant toute liberté pour essayer de jouer aussi son rôle au plan international. Et c'est ce qui explique la longue conversation entre l'Union européenne et la Suisse. L'Union européenne attendant la Suisse, et la Suisse n'attendant pas l'Union européenne. Et je suis déjà exprimé là-dessus. Ne pensez pas que l'Union européenne ait comme seul sujet de savoir quelle est la relation qu'elle doit avoir avec la Suisse. L'Union européenne peut se passer de la Suisse. La Suisse peut se passer de l'Union européenne, mais je pense qu'il y aurait davantage d'intérêt pour la Suisse à être partie prenante d'une relation forte avec l'Union européenne que l'inverse. Je souhaite donc que les autorités fédérales puissent reprendre la discussion avec la Commission européenne pour trouver une solution. Je veux également remercier l'éditeur, sans lequel je ne serais pas là. Car finalement, des anciens présidents de la République, il n'y en a plus beaucoup de vivants en France. Donc c'était un choix assez binaire que l'éditeur et Micheline pouvaient faire. Je remercie donc d'en avoir exclu un pour me permettre d'être ici aujourd'hui. Donc, pourquoi m'intéresser à la neutralité active? Il a fallu d'abord que je lise le manuscrit en français de Micheline Kelmiret, qui m'a passionné, parce que l'histoire de la neutralité suisse est passionnante. D'abord, ça commence en 1515. C'est une date pour la France très importante, parce que c'est une victoire. Une date plus triste pour la Suisse, puisque c'est une défaite. Mais c'est de cette défaite que naît la volonté et l'organisation même de votre pays. Et c'est la raison pour laquelle cette neutralité suisse appartient profondément à votre peuple et à ce qu'il veut porter et pour lui-même et pour le monde. Je me suis intéressé donc à ce que cette neutralité active pouvait avoir comme intérêt pour la paix, pour la recherche de solutions à l'échelle du continent et à l'échelle mondiale, et aussi de ce que ce principe pouvait avoir comme éventuellement exemple pour d'autres pays ou d'autres continents. Avec la question provocatrice de Micheline Kelmiret, est-ce que l'Europe ne pourrait pas adopter la neutralité active? Je n'ai pas dit devenir une grande Suisse, puisque ça ferait pas forcément plaisir
à tous les Européens. Mais est-ce que les principes qui guident la neutralité telle qu'elle est voulue, pratiquée par la Suisse, ne peut pas être une forme d'action diplomatique pour l'Europe? D'une certaine façon, et c'est en ce sens que ce débat est utile, d'une certaine façon, l'Europe à 27 s'est organisée sur le plan de sa politique extérieure et de sécurité commune plutôt comme une puissance d'influence que comme une puissance active cherchant par le recours à la force à régler un certain nombre de contentieux ou de difficultés ou de menaces qui pèsent sur notre sécurité ou qui peuvent également prévaloir dans certaines régions pour écraser des peuples. C'est la raison qui explique que l'Union européenne agit par voie de communiqué, quelquefois prend des sanctions, envoie des délégations, son haut représentant, pour, dans les principales zones où il y a des tensions, essayer de les aplanir. De la même manière, l'Europe s'inscrit dans le système de sécurité collective, dans les grandes organisations internationales, et fait en sorte que les grands principes du droit soient respectés. Et beaucoup de pays sont, d'une certaine façon, satisfaits de cette façon de faire de la politique extérieure. Il est vrai aussi que l'Union à 27 rassemble des intérêts contradictoires. Des pays qui craignent pour leur propre sécurité à l'est de l'Europe, d'autres qui craignent d'avoir des relations plus difficiles avec le sud de l'Europe, ou plus exactement avec l'autre côté de la Méditerranée, et puis des pays qui sont liés à un système d'alliance, en l'occurrence l'Alliance Atlantique, et d'autres qui sont neutres, car il y a des pays européens qui sont neutres, Malte, la Suède, l'Autriche. Alors, est-ce que c'est finalement une voie possible pour l'Union européenne, non pas de se déclarer neutre, mais d'adopter les principes de la neutralité active? Et c'est tout le sens du livre de Michel Miret. Je n'ai pas voulu porter une contradiction pour le principe, mais la France a une conception très différente de ce que pourrait être une Europe de la défense et une Europe beaucoup plus active pour faire prévaloir ses intérêts dans le monde. Non pas que nous voudrions, nous Français, que l'Europe devienne une puissance agressive qui cherche, elle aussi, à rentrer en conflit avec d'autres puissances, celles que nous connaissons aujourd'hui, et d'autres qui émergent, la Turquie, l'Iran et d'autres encore. Mais je veux ici faire prévaloir d'autres principes. Nous sommes dans un monde devenu beaucoup plus dangereux qu'il y a encore quelques années. Je suis d'une génération qui avait connu la guerre froide et qui pensait au lendemain du début des années 90 que nous allions rentrer dans un univers planétaire où les règles du droit international prévaudraient, où la démocratie s'installerait et où il y aurait une convergence entre les systèmes économiques. Tel n'est pas le cas. Et nous avons vu surgir depuis plusieurs années à la fois les puissances nouvelles, la Chine, l'Inde, je l'ai dit, la Turquie, l'Iran, qui parfois, et même plus souvent, poursuivent leurs propres intérêts. Nous avons vu la Russie, qui avait été gravement affectée par l'éclatement de l'Empire soviétique, devenir beaucoup plus menaçante, agressive. On l'a vu en Ukraine, mais on l'a vu aussi d'une autre façon en Syrie. On le voit également en Arménie, Azerbaïdjan. Bon, bref, on a vu aussi le terrorisme islamiste prendre une place de plus en plus importante et menaçante pour nos propres intérêts. Moi-même, j'ai eu à intervenir au nom de la France au Mali, participer à une coalition internationale en Irak et en Syrie pour éradiquer Daesh. Bref, dans ce monde-là, peut-on simplement rester neutre, même avec une conception active de la neutralité? Surtout que s'ajoute, et Justine y est revenu, le blocage du système des Nations Unies.
et notamment du Conseil de sécurité, puisque le veto russe, chinois, parfois américain, empêche le règlement des conflits. À partir de là, et je veux donner ce premier élément de conclusion pour que le débat puisse s'ouvrir, nous pouvons nous retrouver, Micheline et moi, sur le concept d'autonomie stratégique. Nous n'y apportons pas forcément le même contenu. L'autonomie stratégique, à mes yeux, et aux yeux de la France, de ce point de vue-là, il y a une continuité, c'est de faire en sorte que l'Europe, tout en restant fidèle à ses alliances, pour les pays qui en sont membres, puisse avoir à quelques pays, sans doute pas tous, une Europe de la défense qui puisse s'organiser, faire prévaloir un certain nombre de ses moyens pour intervenir directement ou indirectement dans des conflits lorsque nos intérêts majeurs sont menacés. Et c'est la grande question qui va s'ouvrir pour l'Union européenne, et notamment par rapport à ce qui s'esquisse. Les États-Unis ne voudront plus être le gendarme du monde. Ils l'ont montré sous la présidence de Trump et encore sous la présidence de Biden. Avec le retrait notamment américain d'Afghanistan et avec un regard, c'est vrai, de plus en plus appuyé par rapport à la zone Indo-Pacifique. Et avec en tout cas, partie prenante adverse, la Chine. Les États-Unis considéreront que c'est à nous, Européens, de nous défendre par nous-mêmes. Ils nous assureront que le parapluie nucléaire, bien sûr, reste ouvert pour ceux qui pensent un jour s'y abriter. Mais ils feront valoir que les Européens doivent participer davantage encore qu'aujourd'hui à leur propre défense. Et à partir de cette situation qui a été une fois encore démontrée avec ce qui s'est passé avec l'Australie. L'Australie n'a pas simplement fait un choix de savoir quelle était la meilleure propulsion pour un sous-marin. C'est comme pour les avions que vous pouvez acheter ou pas. C'est de savoir à qui on les achetait. Jusqu'à ces derniers jours, les Australiens avaient fait, j'étais président de la République à ce moment-là, le choix de la France. Parce que c'était sans doute un pays qui était présent dans la région. En Nouvelle-Calédonie, également en Polynésie, et puis par Saint-Marin. Et puis aussi parce que ça ne la mettait pas en confrontation directe avec la Chine. Là, l'Australie fait un autre choix, à mon sens contestable sur le plan industriel, mais qui est un choix stratégique de son point de vue. Ce n'était pas vraiment très, disons, sympathique et même diplomatique de rompre le contrat tel que ça s'est fait. Mais on a vu la pression des États-Unis. Mais c'est une question qui n'est pas simplement posée à nous Français, qui est posée à tous les Européens. Est-ce qu'on veut s'organiser pour cette autonomie stratégique, ou on pense que c'est trop tard, que nous n'avons plus la force, que nous n'avons pas forcément la volonté, et à ce moment-là, restons une puissance économique, gardons nos intérêts comme nous le pourrons à travers le monde grâce à notre diplomatie, et laissons à d'autres le soin de régler les grandes questions de la planète. Cette problématique, vous voyez, elle est posée à l'Union européenne, mais elle est posée aussi à la Suisse. Et c'est pour ouvrir ce débat que j'ai accepté de venir bien volontiers ce soir à Lausanne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour lancer le débat, j'aurais peut-être une première question à Madame Calmiret. Vous avez parlé dans votre livre, vous soulignez le fait que la politique étrangère d'un État neutre ne doit pas le lier à des alliances qui pourraient l'amener à participer à une guerre interétatique. Est-ce que cela veut dire que pour vous, l'évolution en cours que vous préconisez pour l'Europe conduirait à ce que les 21 États membres de l'OTAN qui doivent quitter l'OTAN? Et est-ce que vous pensez que ceci est réaliste? Donc encore une fois, j'aurais dû parler d'autonomie stratégique plutôt que de neutralité active par rapport à l'Europe, parce que
le terme de neutralité est très mal connoté. Mais je reprends l'exemple maintenant de nouveau de cette alliance récente entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette alliance est intéressante parce que dans l'évolution de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, elle positionne les États-Unis en termes d'affrontement. Elle positionne les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne en termes d'affrontement. Encore une fois, la France n'a pas cette position aussi nette, disons, par rapport à la Chine, et elle prône une sorte de troisième voie qui est rejetée par Washington. Cette alliance pose également la question de la fragilité et de la crédibilité de l'OTAN et de la stratégie que va mener l'OTAN. Certains souhaiteraient que l'OTAN agisse dans la région Indo-Pacifique, d'autres pas, notamment la France par exemple. Donc ça c'est une vraie question. Est-ce que l'appartenance à l'OTAN va conduire les États européens à faire la guerre dans l'Indo-Pacifique en fonction des liens qui les rattachent les uns aux autres et en fonction de la stratégie qui pourrait être adoptée? Quelle va être la deuxième question, c'est quelle va être la position de l'Union européenne? Les pays européens sont divisés par rapport aux objectifs de politique étrangère et aussi par rapport à l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique signifie la capacité de l'Union européenne de se défendre contre des agressions extérieures. C'est sur quoi vous avez mis l'accent, le président Hollande, tout à l'heure, ce que n'interdit pas d'ailleurs l'application d'un principe de neutralité, au contraire fait obligation à un État neutre de défendre son territoire de façon crédible. Et la question est donc, que vont faire les différents pays de l'Union européenne? Certains sont plutôt se rangeraient plutôt du côté des États-Unis, d'autres se rangeraient plutôt du côté d'une position moins confrontative qui est celle de la France, de ne pas couper le dialogue. Alors, autonomie stratégique, oui, mais pour quelle politique? Et ce sera vraiment très très intéressant de voir le positionnement des États de l'Union européenne en regard de cette nouvelle donne finalement, parce que le président Hollande a raison de dire que le monde a changé, que les rapports de force mondiaux changent, que les États-Unis se retirent, ne veulent plus jouer le rôle de gendarme du monde qu'ils ont joué jusqu'à maintenant, ne défendent plus l'ordre libéral international tel qu'ils l'ont défendu jusqu'à maintenant comme un capitaine à la proue de son navire, et que même les populations européennes ne sont plus prêtes à défendre cet ordre libéral international. On voit que les accords de libre-échange internationaux sont contestés, y compris aux États-Unis et dans nos pays occidentaux. Et qui reste-t-il pour défendre cet ordre? À mon avis, l'Union européenne, qui le fait, qui défend avec des principes, les standards internationaux de droit, qui défend des valeurs démocratiques, l'état de droit, la libre circulation des personnes, des biens, des services dans le monde. Qui reste-t-il pour défendre cet ordre, sinon l'Union européenne? Et c'est ce qui m'amène à dire qu'une volonté affirmée de neutralité, pour ne pas dire autonomie stratégique, je suis obligée d'utiliser ce terme de neutralité active, même avec ses connotations négatives à l'extérieur, parce que j'en vois difficilement d'autres qui soient synonymes, à part effectivement l'autonomie stratégique qui n'est pas exactement la même chose, mais qui signifie en termes de défense la capacité de se défendre et de défendre le territoire européen seul, soi-même, de façon autonome. Ce qui ne veut pas dire ne pas conclure des alliances avec d'autres, ce qui pose problème avec l'OTAN, pour répondre à votre question, c'est la solidarité automatique, qui pourrait conduire à devoir interférer dans une guerre interétatique. Mais la plupart des conflits, la plupart des enjeux aujourd'hui ne sont pas de nature interétatique et n'ont pas à voir avec l'application du droit de la neutralité. Ce sont des conflits qui sont liés à des guerres commerciales, qui sont liés, comme on l'a vu, qui sont liés
à la pandémie, à la migration, au réchauffement climatique. Et là, ma foi, il n'y a pas d'interdiction d'agir à l'extérieur, y compris d'ailleurs, vous avez cité, Monsieur le Président, l'intervention française au Mali. L'intervention française au Mali, au Sahel, elle est sous couvert des Nations Unies, sous une résolution des Nations Unies. Là, il ne s'agit pas de guerre interétatique, il s'agit d'opérations de police menées par la communauté internationale, au nom de la communauté internationale, pour établir la paix et la sécurité dans le monde. Et là, donc, vous auriez pu intervenir tant que vous vouliez au Mali, au Sahel, sous couvert de résolution des Nations Unies. Mais il est vrai qu'un des problèmes qui se posent aujourd'hui, neutralité ou pas neutralité, c'est l'érosion du multilatéralisme, c'est l'émergence d'alliances ponctuelles, régionales, comme on l'a vu avec AUKUS, et qui posent de gros problèmes à la communauté internationale. Et là, c'est vrai, on se rejoint avec le président Hollande pour dire que ça, c'est un vrai gros défi que doit relever la communauté internationale. Merci Madame, Monsieur le Président. Je peux vous demander de réagir au propos de Madame Calmiret, notamment sous l'angle du rôle futur de l'OTAN et le rôle des États de l'Union européenne au sein de l'OTAN. Vous savez que la France a eu vis-à-vis de l'OTAN des rapports chaotiques. Au temps du général de Gaulle, il y avait même eu le retrait de l'organisation militaire de l'Alliance. Le siège de l'Alliance était d'ailleurs en France, à Châteauroux. Et la France a décidé de se retirer donc, de cette organisation militaire, puis elle y est revenue, tout en ayant toujours vis-à-vis de l'Alliance une position, disons, respectueuse, mais autonome. Aujourd'hui, nous pourrions nous poser la question, pour réaliser l'autonomie stratégique, de dire nous allons constituer une Europe de la défense hors de tout système d'alliance. Si la France adoptait cette position, elle se retrouverait seule en Europe. Car aucun pays européen, ceux qui sont déjà membres de l'Alliance, je parle, ne veut sortir de ce système, qui est pourtant extrêmement contraignant, puisque si un pays membre de l'Alliance est agressé, tous les autres doivent venir à son soutien. Donc si on doit avoir une autonomie stratégique, ça ne peut pas se faire hors de tout système d'alliance, ça doit partir de ce pilier européen au sein de l'Alliance. Ça ne fait pas forcément plaisir à la France, qui pourrait, ça peut lui arriver, être tentée par la grandeur et par le leadership. Mais ce serait une position, à mon avis, totalement fallacieuse et erronée, qui nierait l'appartenance délibérée et volontaire de la plupart des pays européens à l'Alliance et au lien avec les États-Unis. Il y a deux élections, au-delà de la votation de dimanche en Suisse, mais il y a deux élections qui vont être très importantes dans les mois qui viennent. C'est les élections en Allemagne, bientôt, dans quelques jours, et en France au printemps. Et les élections allemandes sont tout à fait décisives parce que est-ce que la future coalition va vouloir prendre davantage de positions extérieures, va vouloir s'engager plus avant dans l'Europe de la défense ou va rester dans la position que l'on connaît aujourd'hui? Car s'il y a un pays qui, à bien des égards, applique le principe de neutralité active aujourd'hui, c'est l'Allemagne. La seule intervention que nos amis allemands ont pu faire ces dernières années était en Afghanistan. Ils ne sont intervenus ni en Libye, vous pouvez comprendre, ni en Syrie, en Irak, à davantage au Sahel. Je vais vous raconter d'ailleurs peut-être une de mes conversations avec Angela Merkel au moment de l'intervention au Sahel. Lorsque je décide au nom de la France d'envoyer des militaires français par voie aérienne et par voie terrestre pour repousser les djihadistes, je demande le concours des avions allemands pour le transport du matériel. Angela Merkel, avec laquelle j'avais des meilleures relations, me dit « c'est pas possible.
s'il y a le moindre matériel militaire transporté par un avion allemand, je dois demander l'autorisation du Bundestag. Ce qu'elle n'a pas fait, on n'a pas eu forcément le besoin. C'est dire donc si ce qui va se passer en Allemagne va être déterminant. Est-ce que l'Allemagne accepte de participer à des opérations avec la France et avec d'autres? Est-ce que l'Allemagne s'engage davantage dans l'industrie européenne de défense? Est-ce que l'Allemagne va vouloir non pas s'éloigner des États-Unis, mais affirmer une présence militaire en Europe ou pas? Et de cette réponse va dépendre la suite. L'élection française ne va pas changer le mode d'intervention, même si j'imagine que dans la campagne, l'extrême droite en France et l'extrême gauche ont toutes les deux demandé à sortir de l'OTAN. Que la France sorte de l'OTAN. Donc l'extrême droite, parce que en fait, l'extrême droite ne veut participer ou n'a jamais accepté de soutenir la moindre opération extérieure, et l'extrême gauche, pour d'autres raisons, par pacifisme, ne veut pas non plus être dans un système d'alliance. Donc, je souhaite d'ailleurs que l'élection présidentielle puisse aborder ces sujets-là en France, pour que nos concitoyens, les miens, puissent prendre vraiment en considération l'état du monde et les réponses qu'il faut apporter. Est-ce que si un parti en France se réclamait de la neutralité active, est-ce qu'il aurait un écho? Pour rester dans des clivages français, je pense que chez nos amis écologistes, il y a cette tentation, même s'ils ne sont pas tous forcément d'accord, mais il y a cette tentation, et pas simplement chez les écologistes. Dans une large partie de la population, pourquoi aller vraiment participer à des opérations extérieures? D'autant qu'elles sont longues, interminables même. On l'a vu en Afghanistan et on peut le voir au Sahel. Donc voilà, il faut aller au-delà des concepts, neutralité active, autonomie stratégique, et voir les conséquences sur les choix que nous aurons à faire, et surtout sur l'état de nos opinions publiques. Il faut, je pense, et c'est pour ça que ce débat est intéressant, il faut que nous soyons sensibles à nos responsabilités internationales. Quel que soit le pays auquel on appartient, on est solidaire de ce qui se passe dans le monde. On l'a vu, hélas, avec un virus, mais on le voit aussi avec le réchauffement climatique, on le voit avec le terrorisme islamique. Personne n'est épargné. Jusqu'où est-on prêt à aller s'engager, et pour soi-même et pour les autres, dans un système d'alliance ou pas, pour notre propre défense? Et cette question-là, elle est posée à tous les pays, y compris dans l'achat de leur matériel militaire. Pardon. Deux remarques concernent. La première concerne l'Allemagne. La première concerne l'application d'une politique de neutralité. En fait, l'Union européenne applique d'ores et déjà aujourd'hui, l'Union européenne en tant qu'institution, une politique de neutralité. Ce n'est pas un hasard. Elle base ses interventions prioritairement sur les relations commerciales. Elle base ses interventions sur une certaine prudence par rapport aux engagements à l'étranger. Et je pense que l'expérience de l'Afghanistan et les expériences récentes font que cette prudence peut-être augmentera encore dans ces prochaines années. Dans le préambule de la loi fondamentale allemande figure le fait que l'Allemagne contribue à la paix sur le continent et dans le monde. Et par conséquent, il lui reste le choix, soit du statu quo, à savoir une politique, et je ne parle pas de la politique française ou de la politique allemande, mais une politique de l'Union européenne qui est celle du statu quo, à savoir des unions entre les différents membres de l'Union européenne et finalement une influence assez limitée sur le plan international. J'assistais à une conférence internationale une fois avec des ministres de l'Union européenne sur le Moyen-Orient. Et l'un de ces ministres d'un pays important de l'Union européenne, ce n'était pas la France, s'est énervé à un moment donné et a dit « mais l'Union européenne est le pays, est le
l'institution, l'ensemble, je ne sais pas trop comment le nommer, c'est ça un peu le problème aussi, qui contribue le plus financièrement dans la région, avec l'aide humanitaire, l'aide au développement, le financement de projets, nous contribue de loin le plus de toute la communauté internationale. Or, nous n'avons pas de place à la table de discussion, à la table de négociation. Donc voilà une sorte d'impuissance, une sorte de constat d'impuissance qui est encore symbolisé, si vous voulez, par cette nouvelle alliance AUKUS qui démontre a priori un certain mépris pour la France et donc aussi pour l'Union européenne. Et donc là, la question à se poser est quelle va être la réaction de l'Union européenne au-delà des communiqués officiels et des fâcheries, etc. Quelle va être la réaction? Quel va être son positionnement? Va quand même vous parler, Monsieur le Président, d'action extérieure, de défense, de capacité de défense. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut être capable de défendre son territoire avec une armée crédible, Mais pourquoi? Pour aller faire la guerre à la Chine. Et là se pose la question, je reviens à la question de l'OTAN, de la stratégie de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN va vouloir, dans sa stratégie, se déployer jusqu'à l'Indo-Pacifique? Est-ce que l'OTAN va se considérer comme une force de capacité mondiale à intervenir partout? Je sais que ce n'est pas la position de la France. Je sais que l'OTAN est Atlantique Nord. Donc Atlantique Nord, ce n'est pas Indo-Pacifique, franchement. C'est un peu exagéré de considérer la carte du monde comme étant celle de l'Atlantique Nord. Donc, si elle élargissait son champ d'action, ça voudrait dire une solidarité automatique, y compris dans la région du Pacifique. Je veux dire, c'est extrêmement important, ces discussions sont extrêmement importantes, et je pense que c'est pas pour rien, Monsieur le Président, que vous omettez d'appliquer le concept d'autonomie stratégique à l'ensemble des pays européens, mais que vous proposez une sorte de cœur du système avec probablement les anciens pays membres de l'Union européenne, si je comprends bien, qui, en termes de politique étrangère, ont plus de faculté de trouver des consensus sur les enjeux géostratégiques. Parce qu'autrement, ça va être extrêmement difficile. Et autrement, ça voudrait dire une sorte de perte de crédibilité de la politique européenne, ce qu'on a déjà vu aujourd'hui avec l'intervention de M. Borrell auprès des Russes, alors qu'il a été humilié de la manière publiquement, je veux dire. Moi, ça m'a fait mal au cœur, franchement. On n'est pas membre de l'Union européenne, la Suisse, mais de voir un représentant européen humilié de pareille sorte par la Russie m'a fait un peu mal au cœur quand même. Je trouve que là, il y a quelque chose à faire, il y a une réflexion à mener, qu'elle s'appelle autonomie stratégique ou qu'elle s'appelle neutralité active. Et encore une fois, je conçois que le terme de neutralité hors la Suisse a une connotation négative, et qu'il faudrait peut-être trouver d'autres termes, mais on parle de la même chose. On parle de la capacité de défendre le continent européen avec crédibilité. On parle de stratégie européenne parce que avoir des armes, c'est pas pour le plaisir d'avoir des armes, c'est pour pouvoir implémenter une stratégie. Or, à l'heure actuelle, l'Union européenne n'a pas de stratégie. Elle n'en a pas. Et donc, pourquoi ? Ça me fait penser au début de la Confédération helvétique, quand on a perdu Marignane. Vous avez fait allusion à Marignane. On a perdu Marignane. Pourquoi ? Parce que les cantons, qui étaient des petits États indépendants, n'avaient pas les mêmes intérêts géostratégiques. Certains voulaient conquérir le Milanais, d'autres s'en fichaient royalement. Le pouvoir central était trop faible pour imposer des contingents de soldats, et donc chacun y a envoyé qui il voulait, de certaines personnes, d'autres des contingents importants, d'autres moins. Et donc, on a tiré les leçons de ça, en réfléchissant à une stratégie capable, pour des raisons, capable d'assurer la sécurité du pays, parce qu'à l'origine, la neutralité avait une priorité sécuritaire. Avec la suite, avec ses évolutions, elle a pris un caractère multifactoriel. Mais au départ, c'était des objectifs de sécurité. Et donc, l'analogie avec
l'Union européenne vient immédiatement, non pas en termes de grandeur, non pas en termes de capacité d'armes, non pas, mais l'analogie sur les leçons à tirer d'une situation qui est analogue finalement. Comme nous souhaitons donner priorité au débat, est-ce que, M. Hollande, vous souhaitez réagir à cette réaction de Mme Canguiret? Brièvement, parce qu'il faut qu'il y ait des questions qui soient aussi posées. Il n'est pas imaginable que l'OTAN se déploie au-delà de l'Atlantique Nord. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États-Unis peuvent avoir des systèmes d'alliance multiples, y compris avec les pays qui sont dans la zone Indo-Pacifique. Est-ce qu'un jour, la Chine aura comme attitude, comme comportement, simplement d'influencer, de pénétrer ou de conquérir? Nul ne le sait. Mais c'est quand même un risque. Et je peux comprendre que des pays de la région, et pas simplement de la région, s'en inquiètent. Mais de là à aller avoir un système d'alliance où nous serions tous sujets à intervenir, alors même que nous n'en avons pas forcément la volonté, je m'inscris donc en faux par rapport à cette ambition ou à cette perspective. Je reste convaincu qu'il faut garder le système de l'Alliance et avoir un pilier européen en son sein. Le problème de l'Europe, et c'est en sens que la comparaison avec la Suisse de l'époque de Marignan, que je n'ai pas connue, mais peut avoir un intérêt, c'est que l'Europe à 27, c'est une construction qui est venue au fur et à mesure du temps en fonction de circonstances. Au départ, on fait une Europe à 6, puis on l'élargit, le mur de Berlin s'effondre, qu'est-ce qu'on fait avec les pays de l'Europe de l'Est? On les accueille, on pense tous qu'ils vont avoir une construction démocratique, que les pays sortants du communisme n'auront aucune envie d'y revenir, ce qui s'est d'ailleurs démontré, mais voudront avoir à cœur de défendre partout la démocratie et d'accueillir les réfugiés de pays qui connaissent les épreuves les plus meurtrières. Bon, l'expérience a été plus cruelle. Il y a des pays en Europe de l'Est, donc dans l'Union européenne, qui ne sont pas des modèles de démocratie. Je suis en Suisse, donc je peux les citer. En France, je prendrais des risques, mais la Pologne, la Hongrie, la Slovénie, et je pourrais en citer d'autres, hélas, sont aujourd'hui des pays qui, non seulement ne sont pas dans les arcanes de la démocratie, n'appliquent pas les valeurs européennes, mais en plus peuvent avoir des intérêts différents. La Hongrie, par exemple, a une complaisance à l'égard de la Russie de Poutine tout à fait évidente. La Pologne, au contraire, on a un juste effroi, parce que c'est plus près. Donc, enfin, la Russie, c'est plus près. Donc, ces pays-là ne sont pas prêts à avoir une politique commune en matière de défense et même en matière de relations extérieures. Ce qui fait que l'Europe, elle est la championne des communiqués. Si c'est ça la neutralité, là, l'Europe a atteint le paroxysme. Il n'y a pas un sujet sur lequel l'Europe ne fait pas un communiqué pour déplorer, pour condamner, pour féliciter, pour accompagner, même pour aider, en dépensant effectivement des moyens importants, pas simplement au Proche-Orient pour la Palestine par exemple, mais pour l'Afrique, etc. Sans avoir de contrepartie politique, sans avoir de bénéfices politiques, et sans avoir d'effet sur les situations que nous pouvons déplorer ou condamner. On émet des sanctions, et des sanctions qui sont souvent rudes. Mais regardez, en Biélorussie, est-ce que ça a changé profondément l'état de l'opposition? Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas maintenir ces sanctions ou les durcir. Donc, pour l'instant, l'Europe agit par communiqué, mais elle ne peut pas utiliser la menace de la force, parce qu'il n'y a pas de consensus pour ça. Et j'ai dit aussi quelles étaient les réserves de tel ou tel pays. Donc pour ce qui me concerne, dans un monde dangereux, il faut avoir les moyens de se faire respecter. Et l'Union européenne ne se fait pas suffisamment respecter. On ne se fait pas respecter quand l'Ukraine est envahie, on ne se fait pas respecter quand il y a des pressions sur des pays proches,
on ne se fait pas respecter quand la Turquie agit comme elle agit. Et donc, il y a un moment, il faut non pas utiliser la force, mais il faut la montrer, la force. C'est la seule façon de pouvoir avoir une voix qui porte. Et c'est quand même un paradoxe. L'Europe était, avec le Royaume-Uni, la première puissance économique du monde. Elle n'est pas la première puissance politique du monde. Et comme on est en face d'un monde qui est bien plus que multipolaire, il faut, à un moment, s'organiser. Et s'organiser, ça suppose donc avoir une relation confiante à l'égard des États-Unis, parce que ça reste quand même notre allié, mais il faut aussi se faire respecter des États-Unis, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps, ni d'ailleurs pour le retrait en Afghanistan, ni pour ce qui concerne la France. Les Européens, comment ont-ils réagi? Ils ont fait un communiqué. Ils ont dit on est solidaires de la France. Mais c'est pas pour autant qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont pas sanctionner l'Australie. Pourquoi? C'est pas leur affaire. Que ce soit des sous-marins français ou américains, c'est pas le sujet. Ils sont solidaires parce que les États-Unis se sont mal comportés. Enfin, beaucoup de pays européens n'achètent pas du matériel à la France. Je parle pas de la Suisse, là. Je parle des autres. Je parle des autres. Ils préfèrent acheter du matériel américain. Pourquoi ils achètent du matériel américain? Nos amis belges, qui prenons l'exemple des Belges, à part Liège, ils achètent du matériel américain. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, la pression, elle est tellement forte. Donc il faut qu'à un moment, si on est européen, on soit véritablement solidaire, non pas pour acheter du matériel qui serait périmé, mais pour se dire qu'on est en capacité ensemble de produire un certain nombre d'armes qui nous seront utiles, ne serait-ce que pour dissuader les autres. Reste la question de la force de dissuasion, et qui est un problème, je le comprends aussi pour l'Europe. Parce que cette force de dissuasion, nous, la France, on dit, elle est pour nous. C'est pour nous protéger d'une éventuelle agression. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de débat, faute d'un ensemble cohérent, pour savoir si cette force de dissuasion serait mise au service des autres pays. On le suppose. Certains pays peuvent le craindre aussi. Donc voilà ce que ça veut dire, travailler ensemble, porter ensemble des débats stratégiques pour constituer ce qu'est une Europe politique. Parce que, puisque nous étions dans la fondation Jean Monnet, lui, il avait pris le parti, sans doute qui était le plus clairvoyant à ce moment-là, de dire qu'il faut commencer par l'économie et la politique viendra ensuite. Et sur le plan économique, on est allé encore plus loin que ce qu'il avait imaginé, même si on a été jusqu'à l'Europe monétaire. Mais le passage à la politique, lui, il ne s'est pas véritablement produit. Et je pense que l'inverse aurait été très difficile. Mais il faut maintenant passer à une Europe beaucoup plus politique, ce qui veut dire pas toute l'Europe à 27. L'Europe à 27 restera un grand marché, il y aura des pays qui seront membres de la zone euro, et puis qui ne voudront pas s'engager davantage, et puis il y aura des pays qui décideront d'aller beaucoup plus loin ensemble. Et ces pays-là, personne n'est exclu, et quel que soit le statut, et même si la Suisse veut rejoindre cette Europe-là, bienvenue au club. Deux petites questions encore avant de donner la parole à la salle. Le temps passe, mais beaucoup de choses bien intéressantes ont déjà été dites. J'ai eu la chance d'assister la semaine dernière au débat que vous avez eu à Paris, hein, le match aller, c'est le match retour ce soir. Pas de football. Et vous avez terminé, Monsieur le Président, vous avez terminé votre intervention à Paris, ou vous êtes neutre, ou vous êtes français. Et ma question, je vais faire très courte, c'est est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie par rapport aux difficultés? Je crois que Mme Calmiret et vous avez la même analyse, le même diagnostic sur la faiblesse de l'Union européenne sur la scène internationale, mais néanmoins, il y a des outils que Mme Calmiret promeut, c'est la question du multilatéralisme onusien, c'est la question des bons offices, de la promotion de la paix, etc. Est-ce que cette troisième voie, sous un intitulé autonomie stratégique, neutralité, moi je parlerais de plus en plus de politique d'équilibre. Peut-être que c'est la synthèse entre vous deux, mais est-ce que cette idée-là
un potentiel face aux États, aux grandes puissances carnivores? Est-ce que les herbivores ont encore une chance, si je puis dire, en promouvant la paix? Non, je faisais une formule en disant il y a finalement ou le modèle français, c'est-à-dire la décision de se constituer une indépendance stratégique, puisque nous avons un système d'armes, et d'accepter des interventions extérieures. Nous en avons mené plusieurs. Et puis, il y a le système de la neutralité qui est de rester sur la défense de principes et de confier son destin à d'autres. Parce qu'en réalité, c'est ça le risque, hein, c'est de confier son destin à une puissance, qu'on suppose amie. Est-ce qu'on peut avoir un système de défense très intégré et approfondi et défendre des principes de paix? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on est simplement parce qu'on a un système de défense dans l'agressivité? Sûrement pas. Donc, cette voie que vous indiquez de porter des principes de valeur et de chercher la médiation est tout à fait possible dans un système et d'alliance et dans un système militaire. Mais alors, je vais quand même reconnaître que si on avait un système multilatéral efficace, c'est-à-dire qui ne soit pas bloqué par les grandes puissances, c'est vrai que cette capacité d'intervention, de médiation serait renforcée. Mais je vais également aller plus loin. Je pense que la Suisse a joué, grâce à son statut de neutralité active, un rôle très important qu'aucun autre pays n'aurait pu jouer à sa place, d'aller chercher les voies du dialogue, d'aller porter des messages, d'aller essayer de mener discrètement ou publiquement des négociations entre parties prenantes pour prévenir des conflits ou pour les arrêter, ou de jouer beaucoup sur la carte humanitaire, ce qu'a fait la Suisse. Donc de ce point de vue, je ne suis pas du tout venu ici, vous imaginez, je tiens à ma popularité en Suisse, il faut la mesurer en France à mon niveau, donc je ne suis pas venu vous demander de renoncer à la neutralité. Je pense qu'elle est très utile, elle est d'autant plus utile qu'il y a une Europe qui sait aussi se défendre. Je crois que Mme Calmiret souhaiterait réagir. Non, je ne souhaite pas réagir, je souhaite apporter un petit correctif, Monsieur le Président, si je puis me permettre. Vos prémices sont fausses. Il ne s'agit pas d'un enjeu, d'un dilemme entre intervention extérieure et confier sa défense à d'autres. Ce n'est pas du tout le cas de la neutralité. La Suisse se défend. La Suisse achète des F-35 aux grandes dames de la France. Donc la Suisse a l'intention de défendre son territoire de façon active. Elle refuse de laisser utiliser son territoire par d'autres. Elle va le défendre, comme ne le fait pas l'Union européenne à l'heure actuelle. Donc il ne s'agit pas de confronter une intervention extérieure à confier sa défense à d'autres. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'appliquer un système de défense crédible à un ensemble qu'est l'Union européenne. Il s'agit de donner à l'Union européenne une capacité stratégique au sens large du terme, une stratégie de politique étrangère et de défense qu'elle est incapable d'avoir aujourd'hui parce que divisée. Et la meilleure preuve, c'est que vous proposez cette autonomie, d'appliquer ce principe d'autonomie stratégique à un certain nombre d'États européens et pas à tous, parce que vous considérez qu'il n'est pas possible d'appliquer à tous. Et donc, le dilemme, c'est avoir une stratégie de défense européenne et une stratégie de défense, encore une fois, multifactorielle au sens large du terme, aussi bien contre le terrorisme, contre le réchauffement climatique, etc., qu'en matière de défense militaire. Il s'agit de savoir si c'est ça que vous voulez ou si vous voulez le statu quo. Le statu quo étant l'impuissance sur la scène internationale. Et là, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est le cas actuel de l'Union européenne. Alors, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Nous avons une défense. Nous pensons être capables de nous défendre nous-mêmes, bien que parfois on se dit que tant mieux, il y a la force de dissuasion française à la frontière. Ça nous aidera certainement dans des circonstances exceptionnelles. Mais enfin, le but, c'est
nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, mais quand même, nous sommes situés au milieu du continent européen. Et ça ne nous est pas indifférent que l'Union européenne soit impuissante sur la scène internationale. J'ai raconté cette anecdote. Une fois, je me trouvais dans une organisation, une fondation qui organisait un débat sur les enjeux géostratégiques du futur. Et cette fondation a invité sur la scène la Chine, la Russie, les États-Unis. Je me suis permise de demander, l'Europe est où? Et on m'a dit, elle ne compte pas. Donc, c'est vrai que, en tant que Suisse, on est quand même interpellé aussi par ça. On a intérêt quand même à avoir une Europe forte autour de nous. Hein? Nous avons toujours défendu l'idée que l'Europe soit forte. Ouais. On n'a pas envie que l'Europe soit faible. Et nous, on s'organise aussi de notre côté, peut-être petitement, mais avec nos moyens, pour avoir une Suisse forte qui contribue aussi. Nous contribuons avec la France à l'interopérabilité des armées. Nous travaillons ensemble. Nous faisons en sorte, même si on n'achète pas les avions français, nous faisons en sorte que nous puissions travailler ensemble en cas de crise internationale. Nous essayons de participer, malgré la mauvaise humeur de l'Union européenne, à la résolution des problèmes communs. Donc, je ne peux pas accepter que vous dites, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'une part d'intervention extérieure et d'autre part de laisser sa défense à d'autres. La neutralité, dans son acception, signifie ne pas utiliser la force de façon agressive. Et je ne crois pas que ce soit la volonté de l'Union européenne d'utiliser la force de façon agressive dans quelque région du monde que ce soit. Elle l'utilisera pour se défendre, mais non pas de façon agressive. Ça ne correspond pas à ses valeurs. Elle utilisera la force pour défendre la démocratie, les droits humains, son système de valeurs, son territoire et ses populations. Mais pas de façon agressive. Elle ne va pas vouloir aller conquérir la Russie ou conquérir la Chine. Défendre son territoire est essentiel. C'est le principe même de toute souveraineté qui veut être respectée. Donc la Suisse fait tous les efforts pour assurer sa propre sécurité à travers son armée et les moyens qu'elle peut développer pour éviter que son territoire soit ou menacé ou pénétré. Et ça ne suffit pas. C'est ça qu'il faut bien considérer. On pourrait tous dire, la France aussi, elle a la force de dissuasion, elle ne risque rien pour elle-même. Mais si on n'est pas dans un regard plus large, plus lointain, à l'égard de ce qui se passe, pas simplement à nos frontières, mais au sud, au nord, à l'est, si on n'est pas conscient qu'il y a un certain nombre de périls, je vais prendre un exemple. Parce que cette question, elle s'est posée à l'Union européenne, et elle s'est posée aussi à la France. En 2013, Bachar el-Assad utilise des armes chimiques et massacre une partie de sa population. Que fait-on? Le système onusien est bloqué. Aucune résolution du Conseil de sécurité ne peut être prise puisque les Russes sont solidaires avec les Chinois de Bachar el-Assad. Le principe d'une réaction est souhaité, en tout cas par nous, par la France, par moi. Les États-Unis m'assurent par Barack Obama qu'ils vont aussi participer à cette opération. Puis ensuite, le Royaume-Uni également, c'était à l'époque David Cameron. Et puis David Cameron a, et c'est tout à fait respectable, l'idée de consulter la Chambre des communes, qui lui refuse cette action. À ce moment-là, Barack Obama dit, puisque les Britanniques n'ont pas accepté l'opération, nous-mêmes, nous allons consulter le Congrès, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais fait. Résultat, il n'y a pas eu de punition à l'égard de Bachar el-Assad. Et c'est un tournant dans l'histoire, pas simplement de cette région, mais dans l'histoire du monde, parce que tous ceux qui sont dans les rapports de force ont compris que les lignes rouges n'existaient plus et qu'on pouvait donc utiliser des armes chimiques contraires à toutes les conventions internationales dont la Suisse elle-même est à l'origine. Et
ça explique qu'il y a eu la radicalisation de l'opposition, Daesh, qu'ensuite la Russie a compris qu'elle pouvait prendre la Crimée sans risque. Voilà, quand on n'a pas le regard et pas la capacité à un moment d'agir à l'extérieur, eh bien, on laisse des situations devenir de plus en plus menaçantes et des risques de conflit devenir de plus en plus évidents. Oui, mais il y a quand même, là où on se rejoint avec le président Hollande, c'est pour dire qu'on n'a rien pu faire à l'égard de Bachar el-Assad, ni l'Union européenne, ni les États-Unis n'ont pu ou n'ont voulu faire quoi que ce soit. On a laissé la situation telle qu'elle était, d'où l'importance finalement, aussi pour l'Union européenne, de miser sur le multilatéralisme, de ne pas négliger ce facteur-là. L'Union européenne fait partie du système de sécurité collective des Nations Unies. S'il ne fonctionne pas à la satisfaction de tout le monde et qu'il est bloqué aujourd'hui, il faudra quand même envisager, et je pense que l'Union européenne a les moyens là d'avoir une influence au plan multilatéral, pour revitaliser ces institutions. Parce que finalement, on ne solutionnera pas les problèmes tout seul avec la force seulement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la force, mais je dis qu'on l'utilise avec prudence, parce que les moyens d'aujourd'hui font qu'on peut détruire le monde, mais ça ne solutionnera pas tous les problèmes, et ça n'empêchera pas de devoir se pencher au chevet du multilatéralisme. Je n'ai pas de souci pour les organisations techniques, mais les organisations politiques sont en demande de réformes, et de réformes sérieuses, et là l'Union européenne devrait le mettre en priorité dans son agenda de politique étrangère. Nous allons donner maintenant la parole au public. Je prierai ceux qui